Benvenuti in questa nuova puntata speciale di Tu le Podcast. Oggi qui con me il professeur Robert Stokers. Professeur, merci de votre temps tout d'abord. Oui, merci pour vous, surtout après tant d'années qu'on ne s'est plus vu, au moins une trentaine d'années. Donc, ça fait un grand plaisir de voir qu'il y a une continuité. C'est très important. Oui, Et ensuite, absolument. je m'excuse auprès de vos auditeurs. Parler en italien, ce serait un petit peu difficile, bien que je traduis tous les jours des textes de votre langue en français, en néerlandais, en Il y allemand a, et en il espagnol, y a pas de souci, et professeur, diffusés. hein. Heureusement, même pour vous, moi je suis bilingue, donc je peux vous aider, même mon public, à traduire quand il peut voir directement en italien. Je souhaite vous introduire un peu, professeur, et sur votre travail et sur vous. Vous êtes traducteur, conférencier, blogueur, auteur d'un ouvrage de référence sur la révolution conservatrice et de nombreux textes sur le réveil européen. Je vais citer juste quelqu'un, comme par exemple la trilogie Europa, sur les valeurs et les racines profondes de l'Europe, le concept de l'Eurasie et l'Europe comme un balcon sur le monde. Et sur autour de Carl Schmitt, un monument revisité, et Idee per una geopolitica europea, traduit en italien. Robert Stocker, c'est un profond expert en géopolitique, notamment influencé par des différents auteurs du passé, comme Jean Thiriard et le général Jordis von Lohausen. Professeur, tout d'abord, je vais commencer avec la première question. Donc, à propos de l'Europe, on parle directement. Donc, pour vous, l'idée d'identité collective et européenne est toujours au centre du débat. Mais qu'est-ce qui pourrait ressembler vraiment les Européens? Un destin, une mission collective, hein? Oui, la première réaction que je vous dirais, c'est que finalement, les Européens sont beaucoup plus séparés les uns des autres depuis qu'il n'y a plus un tronc commun dans l'enseignement, qui était le tronc commun gréco-latin que partageaient toutes les élites européennes à l'époque. Ce n'est plus le cas. En fait, on parle d'une Union européenne, mais il y a dans le fond une grande désunion entre les Européens, et il est assez exceptionnel de voir se passer des choses comme nous le faisons aujourd'hui. C'est assez rare, malheureusement. Les barrières linguistiques sont beaucoup plus élevées malgré l'usage abondant du Basic English. Nous avons des barrières linguistiques qui sont beaucoup plus élevées qu'elles ne l'étaient, je dirais, par exemple, avant la Première Guerre mondiale et certainement avant la Seconde Guerre mondiale, où les gens finalement se comprenaient. Personnellement, j'ai toujours lu l'italien ou l'espagnol grâce au latin. Le latin avait ceci d'utile. Il y avait donc une union implicite des Européens qui n'était pas politique, mais elle existait réellement. Alors, pour répondre directement à votre question, je dirais que la tâche première pour rassembler les Européens, c'est de se débarrasser des structures politiques, militaires, culturelles qui ont été mises en place par l'hégémone, surtout après la Seconde Guerre mondiale. Donc nous avons un cinéma américain, ce n'est pas quelque chose que je dis comme ça, il suffit de voir comment, par exemple, en 1948, les Américains menacent la France, qui n'est pas encore dirigée par De Gaulle, qui est dirigée par Léon Blum, qui est dirigée par un régime de quatrième république qui ne peut pas être considéré comme dictatorial ou comme anti-américain. C'est un régime qui a été mis en place par les armées américaines à partir de 1944. Mais ce gouvernement est menacé de ne pas recevoir les fonds du plan Marshall s'il ne passe pas dans les salles de cinéma à Paris et dans les grandes villes françaises, s'il ne passe pas une majorité de films américains.
Donc il y a déjà là une conquête culturelle. Il y a des conquêtes culturelles qui se passent par l'alimentation, par toutes sortes de produits qui débarquent sur les marchés. Il y a la société de consommation qui s'installe. Il y a toutes les modes américaines qui vont se perpétuer au cours des décennies, qui vont suivre évidemment l'application du plan Marshall. Donc, par conséquent, c'est se débarrasser de ces structures, et ces structures militaires, bien entendu, à commencer par l'OTAN, qui n'arrive que un an après cette année fatidique de 1948 pour la France, qui est mise en place en 1949 et qui va connaître, on ne s'en souvient plus très bien, mais qui va connaître à la fois une opposition qui va faire naître une opposition à l'OTAN qui se situera bien sûr à gauche dans les partis communistes, mais qui existera aussi dans des cénacles conservateurs. Ça s'est vu ici sur la place de Bruxelles, où les communistes manifestaient conjointement avec les royalistes contre l'OTAN, qu'ils appelaient le Spakistan, puisque c'était un ministre belge qui fut le premier secrétaire de l'OTAN, ce fut Paul-Henri Spaak. Et on l'appelait ça le Spakistan. Donc l'OTAN, c'était le Spakistan. Mais l'OTAN a éliminé évidemment toutes les formes de souveraineté nationale. Donc c'est la première chose dont il faut se débarrasser. Et sur le plan culturel, ben maintenant nous assistons à quelque chose de très bizarre depuis moins d'une dizaine d'années. C'est la mode woke. Hein, le wokisme, comme on dit, to be woke, ou la cancel culture, la culture de l'annulation. Et celle-là est l'aboutissement d'une volonté d'effacer tout ce qui fait la spécificité des Européens, mais aussi des Africains, des Asiatiques, des Latino-Américains, etc., dans le monde entier. Et elle est cette fois-ci, elle tombe le masque, elle est véritablement destructrice. Et là, nous aboutissons peut-être à une réaction. Ça a été dit aux États-Unis, si nous continuons à exporter tout ce qui tourne autour de la cancel culture, nous allons avoir une réaction vigoureuse de la part du monde. Et c'est peut-être pour cela qu'on a permis à Trump d'avoir un deuxième mandat. C'est pour dire, oui, mais regardez, nous ne sommes pas tout à fait woke, Trump va s'y opposer, etc. Mais je ne crois pas que ça changera fondamentalement la donne en bout de course. Hein. Ok. Alors, donc il faut, ça les Russes le disent, enfin, un personnage comme Alexandre Douguine insiste considérablement depuis à peu près depuis 2 ou 3 ans, enfin surtout depuis l'opération militaire spéciale, ce que les Russes appellent l'opération militaire spéciale. Il faut aux Russes, mais il faut aussi aux Européens, aux Africains bien entendu, et ça se voit en Afrique, aujourd'hui, il faut un autre logiciel. Il faut un autre logiciel pour comprendre le monde. D'où, en fait, notre combat pour rassembler les Européens est un combat de libération. Il faut insister sur le terme libération. Pour Koerden Kalergi, père du pensée pan-européen, l'idée d'identité européenne était liée à la récupération des traditions culturelles gréco-romaines et chrétiennes. Tandis que vous, dans votre œuvre, vous parlez de protection des identités régionales. Donc, quel rôle cette identité, elle pourrait jouer dans un modèle européen alternatif? Ah oui, bon, d'accord. La première chose que je voudrais dire, c'est évidemment, vous citez Richard Coudenhove-Kalergi, qui effectivement, comme d'autres personnages intéressants, comme Denis de Rougemont ou Gonzague de Reynaud, deux Suisses qui sont importants, vont insister sur l'héritage gréco-romain, vont aussi parler de l'apport
de certains peuples germaniques romanisés ou moins romanisés, qui vont apporter les Ostrogoths à Ravenne en Italie, les Visigoths en Espagne, avec une culture qu'on va appeler bizarrement mozarabe, qui n'a rien à voir avec l'Arabie, puisque c'est avant l'émergence de l'islam que cette culture mozarabe va structurer l'Espagne visigothique. Donc Denis de Rougemont, Gonzague de Reynolds, Richard Coudenhove-Kalergi vont développer évidemment l'idée d'une unité européenne. Coudenhove-Kalergi a été redécouvert au cours de ces 10 dernières années. D'abord pour les dangers que recèlent certains aspects de son œuvre, comme par exemple la volonté de métisser absolument tous les Européens de façon à obtenir une race qui serait grise ou brune ou n'importe quoi. C'est un fantasme qu'il cultivait parce que sa mère était japonaise, il était lui-même un métis, mais et alors qu'il y avait une espèce de fusion de toute l'Europe, un effacement des identités. Tandis que, par ailleurs, ont été découvertes aussi en Allemagne certaines de ses œuvres qui critiquent sévèrement l'américanisme. Donc, il y a deux aspects. Il y a une ambiguïté fondamentale dans l'œuvre de Coudenhove-Kalergi. Mais si vous dites que personnellement, l'identité régionale, mais une identité régionale n'est pas nécessairement une identité étatique. Bon, ça vient peut-être du fait que la famille d'un certain Jean Thiriard, la mienne, vient du pays des trois frontières. C'est-à-dire là, à un endroit où, autour d'Aix-la-Chapelle, les trois langues, le néerlandais, l'allemand et l'anglais, fusionnent et les gens se sentent chez eux, aussi bien dans une ville ou un village néerlandais qu'un village wallon ou qu'un village allemand de la même région. Donc là, une identité n'est pas nécessairement liée à un État, mais l'identité permet justement à l'homme de se réconcilier avec lui-même, de retrouver ce que certains traditionalistes comme Fridtjof Schuon ont dit, de retrouver à l'intérieur de lui-même un centre. Okay. Et là, je voudrais rappeler évidemment ce que nous disait Guillaume Fay quand il concevait l'archéofuturisme, qui a été interprété de différentes manières, qui a été interprété dans un sens plutôt futuriste que archaïque. En fait, on a insisté surtout sur la vision futuriste de Fay, mais son futurisme ne concerne qu'une élite technique qui doit structurer un ensemble impérial qui s'étend sur un très grand espace, qui est celui de la civilisation, enfin pas de la civilisation, mais de la matrice des peuples européens qui vont de l'Espagne jusqu'au Kamtchatka, jusqu'au fin fond de la Sibérie. Bon, il y a d'autres peuples qui sont là aussi, mais structurellement, la Sibérie est tout de même déterminée par l'élément slave, des Slaves orientaux, donc des Russes et des Ukrainiens. Tandis que donc cette élite doit structurer. Il y a aussi l'ensemble des communications, les armes modernes. Ça, c'est le futurisme. Se donner les armes pour défendre ses frontières en pariant sur toutes les ressources de la technologie et les communications aussi, puisque Fay était effectivement quelqu'un qui était fasciné par les chemins de fer, par les trains à grande vitesse qui pouvaient relier rapidement différentes régions, d'abord les régions de France avec le TGV, puis le transsibérien, tout ça, les trains ultra rapides des Japonais, et ce sur quoi il n'a pas beaucoup réfléchi, mais à partir de 2013, évidemment, il y a le Belt and Road Initiative de la République populaire de Chine. Donc tout ça c'est l'aspect futuriste, mais il décrit très bien dans son ouvrage le fait que les communautés
qui sont par exemple liées à l'agriculture, à l'élevage, etc., doivent garder, elles, des structures totalement archaïques, des identités locales, régionales, qui permettent aux gens de se regrouper. Il a dit exactement les deux choses. Et effectivement, il faut retrouver un équilibre entre l'enracinement et la désinstallation technologique. Et là, il reprenait une idée, et nous avons beaucoup discuté de cela au début des années 1980, il reprenait une idée qui avait été élaborée dans l'école des cadres de Jean Thiriard, plus précisément chez les étudiants de l'université de Louvain qui le suivaient à la fin des années 60. Il y a d'un côté, il y a une dialectique reposant sur 4 piliers dans la pensée politique ou dans l'attitude, dans le sentiment politique que peuvent avoir les gens. Il y a la désinstallation et l'installation, le déracinement et l'enracinement. La désinstallation, c'est que je vais peut-être quitter ma patrie charnelle pour une mission, je vais peut-être quitter les miens pour aller étudier une technologie révolutionnaire. Si je m'installe, je vais peut-être m'installer dans quelque chose qui va être banal, qui ne va rien donner, qui va imploser. Si je suis déraciné, je vais rejeter et renier mes racines. Si je suis enraciné, je ne relie pas mes racines. Donc, par conséquent, on disait à cette école des cadres, et Faye le répétait, il l'a répété dans plusieurs de ses ouvrages, il faut être à la fois désinstallé et enraciné. Ok, c'est clair. Donc là est la question, je réponds à votre question d'une manière peut-être un petit peu inattendue, mais le futurisme, c'est la désinstallation, et l'archaïsme de l'archéofuturisme, c'est l'enracinement. Ce qu'il faut éviter, c'est évidemment une société conformiste, que Faye et d'autres appelaient une société bourgeoise, qui, elle, est installée dans ses manies et qui est déracinée parce qu'elle ne veut plus rien avoir à faire avec les héritages ancestraux qui lui viennent évidemment de ses ancêtres qui habitaient comme 95% des Européens qui habitaient à la campagne, dans les villages, là où nos familles ont toutes émergé sur la scène de l'histoire, évidemment. Ok. Mais merci déjà pour être entré vraiment dans le vif du sujet, même si dans une réponse très, très, très ouverte. Mais je voudrais même poser une autre question en vue de la situation critique au niveau géopolitique qui en vit même comme Européens. Et je parle en particulier de la crise en Ukraine qui nous préoccupe, nous perturbe tous les jours. Et le niveau même des escalation, même qui commence à balancer entre les Américains et les Russes. Mais dans le débat, au niveau même des Européens, surtout des Européens, on parle il y a plusieurs années d'une idée d'une armée européenne unifiée. Pour vous, est-ce qu'elle est réalisable ou elle restera une chimère politique? Oui, là, la réponse est quand même relativement simple. Je dirais d'abord, oui, il y a déjà eu dans l'histoire des armées européennes. Bon, l'armée romaine, pendant la longue période de l'Empire romain, on a recruté un petit peu partout. On a recruté des gens venus de toutes les régions de l'Empire. On sait très bien que dans l'armée romaine, il y avait des Espagnols, il y avait des Nord-Africains, il y avait évidemment des Germains, il y avait une garde prétorienne qui était recrutée. Ici, dans nos régions qui ont été romanisées, on sait très bien que le recrutement se faisait au-delà du Rhin et même jusqu'en Scandinavie pour les légions romaines. On sait aussi très bien par les récentes découvertes archéologiques que, par exemple, des gens d'Allemagne du Nord, la région de Brême, ont servi en Égypte
dans l'armée romaine sont revenus dans leur pays et se sont fait enterrer avec des objets qui venaient d'Égypte. Notamment un chirurgien militaire de l'armée romaine, il avait tous ces instruments, tous ces instruments de chirurgie étaient faits avec une pierre et tout ça venait d'Égypte. Donc il y a eu un très grand brassage pendant l'Empire romain et ce brassage s'est fait surtout au départ de l'armée. Ensuite, il y a eu une autre armée européenne qu'on oublie très souvent, sauf en Espagne, puisque j'ai visité très souvent l'Espagne au cours de ces dernières années. Il y a les tercios de l'armée espagnole. On a recruté des tercios en Irlande. On a recruté beaucoup d'Anglais catholiques qui étaient en garnison ici en Belgique. En Italie, c'était les Italiens du Sud, les Siciliens et les Milanais. Et aussi beaucoup de gens du Trentino, du Trentin, qui servaient dans cette armée espagnole, en plus des Espagnols bien sûr, mais aussi des Albanais, par exemple, des Albanais d'Italie du Sud ou des Albanais qui se réfugiaient dans le royaume de Naples pour servir. Et on a des traces de tout ça, de européenne, qui a débuté au XVIe siècle et qui a perduré. En ce qui nous concerne, surtout en Belgique, en ce qui nous concerne, ça a perduré jusqu'en 1823 où il n'y a plus eu l'argent du Mexique pour payer l'afflux énorme de volontaires qui venaient pour servir dans l'armée espagnole. Ensuite, il y a eu l'armée napoléonienne, qu'on le veuille ou non, elle était multinationale. Elle était, avec les Français, la plus grande composante était allemande. Les légions étrangères françaises et espagnoles ont recruté des gens de toute nationalité. Ensuite, l'exemple, évidemment, qui vient à l'esprit parce que beaucoup de revues militaires, tout en France, en parlent abondamment et sortent tous les mois des numéros sur la Waffen-SS allemande, mais qui étaient composés pour plus d'une moitié d'étrangers de toute nationalité. Et puis finalement, l'OTAN, qu'on le veuille ou non, l'OTAN et le pacte de Varsovie. Le pacte de Varsovie n'existe plus, mais l'OTAN est une armée multinationale qui a parfaitement réussi à s'intégrer. Il suffit évidemment d'européaniser l'OTAN en disant, mais oui, l'OTAN, selon les critères mis au point par Carl Schmitt au cours de sa très longue carrière, c'est-à-dire pas d'intervention de puissance étrangère à notre espace dans notre propre espace. Professeur, excusez-moi si je vous interromps juste un moment. Vous avez cité par exemple l'Empire romain, l'Empire français, etc. Donc, en tous les cas qu'on a eu dans le passé d'exemples d'une grande armée européenne unie, en certaine manière, en armée multinationale, il y avait toujours quand même une puissance au centre qui les dirigeait. Donc, si on parle de l'Empire romain, c'était Rome qui dirigeait les différents peuples, ou la France après, ou il y a même les divisions nazies en Europe, dans les différents pays un peu plus collaborationnistes. On a eu en Belgique la division Wallonie, en France la Charlemagne, en Italie et tout ça, même en Turquie, en Grèce, il y avait des divisions locales, mais liées directement à le Troisième Reich. Donc, mais il y avait toujours, et même l'exemple de l'OTAN, c'est toujours les États-Unis qui sont un peu la guide de l'OTAN. Oui, mais c'est ça que je voulais dire. Ok. En parlant de Carl Schmitt se dit, oui, mais l'OTAN, européanisons-le, ne l'appelons plus OTAN, bien entendu, puisque s'il ne s'agit plus de l'Atlantique Nord, mais le Canada et les États-Unis n'ont pas leur place dans une armée européenne, et la Turquie, elle a qu'on le veuille ou non, elle a sa politique propre, elle a sa logique ottomane, elle le dit elle-même d'ailleurs aujourd'hui, et elle a des missions ailleurs qu'en Europe. Donc, on peut évidemment tirer bénéfice des forces d'intégration, enfin des méthodes d'intégration que l'OTAN a pratiquées, mais le réserver exclusivement aux armées européennes.
Ok, mais donc Techniquement, ici en c'est Europe, possible. on a besoin de quelqu'un qui prend un peu la guide de l'Européen pour les diriger vers ces genres des armées européennes ou pas? Ben oui, on a besoin d'un guide, mais ça répond peut-être à une autre question, qui est de savoir lequel est-ce. Il n'y a rien qui se passe. Ok. Il y a lieu d'être extrêmement pessimiste à l'heure actuelle parce que l'Europe n'est jamais tombée aussi bas au cours de son histoire. Hein. Oui, ça c'est très Donc là, on ne va pas émerger pour l'instant ni en France ni en Allemagne. Hein, ni en France ni en Allemagne, puisque ce sont les deux principaux pays sur le plan sur le plan économique, sur le plan militaire aussi. Hein. militaire, etc. On ne Oui. voit ni en France ni en Allemagne un pouvoir politique qui va impulser une indépendance ou une libération de l'Europe. Ça, c'est un fait certain. Ok. Vous avez Et tantôt ça, je cité vis. Jean Thiriard, par exemple, et lui, Et, exactement comme vous, a évoqué la nécessité plusieurs fois dans ses œuvres d'une Europe forte, autonome, capable de défier l'hégémonie anglo-saxonne en Europe. À la lumière de ces changements géopolitiques on est en train de vivre ici maintenant, est-ce que vous pensez que cette vision elle est encore réalisable? Ben oui, justement. Mais d'abord, pour parler de Jean Thiriard, parce que je crois que ça intéresse un certain nombre, un bon nombre d'Italiens, Oui, à simple et bonne raison que le souvenir de Jean Thiriard est peut-être plus prégnant en Italie que même en Belgique, où en Belgique, ce pauvre Jean Thiriard, qui habitait ici, nous étions voisins quasiment, il habitait dans le même quartier. ah, d'accord. Donc je le voyais assez souvent, sans qu'on ne parle nécessairement de politique, mais Jean Thiriard, il faudrait y revenir dessus et il faudrait dire à votre public italien que la généalogie de sa pensée qu'il va mettre en œuvre pendant les années 60, et les années 60, c'est pas l'époque où nous vivons maintenant, c'est un Oui, tout autre monde. Hein. Les années 60, je m'en souviens, mais j'étais enfant. Donc, dans les années 60, j'ai eu entre 4 et 13 ans. ah, bien sûr. Euh, donc j'étais un enfant à cette époque-là, mais c'est un autre monde. Oui, C'était totalement un autre monde. Donc il pense, tous les grands écrits de Jean Thiriard datent des années 60. Il a écrit certes dans les années 80. Il a encore écrit des textes qui étaient très intéressants. Je vais y revenir. Mais on peut poser la question, Jean Thiriard, quelle est la généalogie de sa pensée? Et ça, nous avons commencé à le faire. Et c'est qu'il faudrait faire, mais je crois que c'est fait en italien. En italien, il y a son ami personnel, Yannick Sauveur, oui, donc un Français, a écrit une biographie de Thiriard qui vaudrait la peine, je crois que c'est traduit en italien, mais qui vaudrait la peine de lire et de relire dans les détails. Jean Thiriard a commencé à militer très jeune, il devait être collégien, il devait avoir 15 ou 16 ans. Il a commencé à militer à Bruxelles, qui a connu une effervescence culturelle extraordinaire dans les années 30, mais où tout est quasiment oublié. Tous les débats politiques qui ont eu lieu dans les années 30 ont été quasiment oubliés. ok, Ce n'est que maintenant qu'on commence à redécouvrir cette formidable effervescence culturelle qui s'est déroulée dans les années 30 et dans laquelle il y avait évidemment une place importante prise par le rexisme de Léon Degrelle, mais dont Thiriard n'était pas, parce qu'il n'était pas catholique, donc il ne participait pas à cette effervescence rexiste, parce qu'il n'avait pas d'atome crochu avec ce milieu. Cependant, et c'est là que c'est important, il y a eu un européisme, il y a eu plusieurs cénacles, c'était pas des partis politiques, c'était plutôt comment dirais-je, des associations culturelles qui prônaient
une sorte de pan-européisme qui voulait la paix entre les Européens. Ils étaient pacifistes et pan-européanistes. Ils n'étaient pas nécessairement liés à Coudenhove Kalergi. Il y a eu toute une série de petites initiatives, de revues culturelles, de cénacles à Bruxelles et à Anvers, qui ont forcément inspiré Thiriart parce que le vocabulaire qu'il utilise dans les années 60 est très similaire à celui de ces cénacles pan-européistes et pacifiques. Donc on ne veut plus de guerre entre les Européens, on ne veut plus de division entre les Européens, on le souhaite de manière éthique, de manière morale, pas de manière politique, et Thiriart va vouloir le transposer dans un parti politique révolutionnaire. Il va échouer à la fin des années 60 et il va échouer, à mon avis, pourquoi ? Parce que les années 60, à partir de 64, de 65, il y a toute une culture soft. Vous diriez en Italie un pensiero debole, Oui, qui va exactement. s'installer en Europe, et il n'y a pas de pensiero forte, comme il pensiero forte des Thiriart. Oui. Il n'est pas possible de l'articuler et il va abandonner la politique et il va revenir quand il sera agressé. Il va y revenir quand il sera agressé et quand j'irai d'autorité. Je suis allé dans son magasin et je lui ai donné un résumé du livre de géopolitique du général autrichien Jordis von Lohausen. Okay. Donc Thiriart, il faudrait faire une analyse aussi du contexte belge dans lequel il naît. Alors évidemment, quand je dis un contexte belge, c'est pas un hasard. Toute personne sensée, c'est pas plus tard qu'hier ou avant-hier, je suis allé acheter un pain, je tombe sur un monsieur qui dit mais oui, mais c'est épouvantable ce qui se passe en Ukraine et en Russie, on ne peut plus y aller, on ne peut plus visiter les musées de Saint-Pétersbourg, etc. Spontanément, il faut savoir qu'on était coincé entre la France et l'Allemagne. Ça a été le champ de bataille au XVIIe, au XVIIIe siècle, jusqu'à Waterloo au début du XIXe. Ça a été le champ de bataille de l'Europe. On était coincé entre la France et l'Allemagne. On était espagnol ou autrichien. Officiellement, on dépendait des Habsbourg. C'était ce que les militaires anglais appellent le Fatal Avenue, l'avenue fatale, le chemin fatal, là où toutes les batailles se déroulaient. Or, c'était donc les guerres entre Européens sont négatives ou perçues comme négatives. Et deuxième chose, il y a, et ça c'est typique pour l'idée grande européenne de Thiriart, c'est que tous mes concitoyens, moi-même, c'est que si nous voulons servir le politique, nous devons le servir dans une entité plus grande. Et quand je dis, il y a une nostalgie de l'Empire romain qui était très nette, notamment chez nos professeurs de latin, il y a une nostalgie estompée de l'Empire espagnol où nous avions tous un avenir en Amérique latine. L'apport belge via l'Espagne en Amérique latine est très important. Les armées napoléoniennes, beaucoup l'ont servi, les armées autrichiennes aussi, la Légion étrangère française également, tout ce dont j'ai parlé tout à l'heure, nous aspirons à quelque chose de plus grand que le petit État qui a été fabriqué par les Français et les Anglais en 1830 pour emmerder les Français et emmerder les Prussiens. Parce que c'était ça, et pour casser le Royaume-Uni des Pays-Bas, qui avait des colonies et qui exploitait notamment le caoutchouc en Insulinde, c'est-à-dire en Indonésie. Et c'était aussi une entité qui disposait d'une flotte, et les Anglais s'en méfiaient. Donc on a cassé le Royaume-Uni des Pays-Bas et on l'a réduit à deux petits États, qui ne peuvent pas véritablement vivre sur eux-mêmes. Okay. Et il y a une aspiration à des missions politiques beaucoup plus grandes. Alors, en 1960, évidemment, dans les années 60, ce que Thiriart veut, c'est ni Washington ni Moscou.
Mais dans les années 80, quand il reprendra la plume, qu'il laissera toute une série de textes qui sont disponibles en français. Je crois qu'ils sont en partie disponibles en italien Oui, aussi. on a C'est encore Saint Washington. l'Eurasie de Dublin jusqu'à Vladivostok, si je ne me trompe pas. C'est le titre qui, oui, 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 je vois, c'est le titre, mais c'est Sauveur, je crois, qui a patronné c'est soit Yannick Sauveur, soit Christian Boucher qui ont Ouais. patronné cette édition. Il y en a d'ailleurs deux, je crois, en français. Mais il y a toute une série de textes, il y en a même ceux que j'ai édités moi-même, personnellement, des petits interviews, mais qui étaient très pertinents parce que je lui demandais d'être très concentré sur son écriture. Et Ouais. il l'a fait, parce qu'il n'était pas facile. En fait, on ne faisait Bah que oui, s'engueuler. Mais on était toujours d'accord avec nous, mais on s'engueulait, c'était pire que le capitaine Haddock dans les aventures de Tintin. Mais ça m'étonne pas. finalement, on s'entendait. Donc Ouais. dans les années 80, c'est sans Washington avec Moscou. Pourquoi? Pourquoi dit-il ça? Parce qu'en Italie, justement, c'est un texte que je lui avais donné, je l'avais résumé, le texte de Guido Gianettini, Oui, Dietro la Grande Muraglia, ok. qui est un texte fin des années 70 d'un général italien qui a démontré que effectivement le renversement d'alliance en 1972 quand Kissinger va inaugurer la politique pro-chinoise du département des affaires étrangères des États-Unis. Il va y avoir une période de transition qui va de 72 à 79 où il y a une alliance tacite entre les États-Unis et la Chine contre Ouais. l'Union soviétique. Et là, à ce moment-là, Gianettini, Parvulesco et Thiriard, sans se connaître, vont converger et réclamer un rapprochement euro-soviétique, Ok. disait-on. Puis il y a eu la perestroïka, évidemment, qui a parlé de maison commune avec Gorbatchev, mais qui va échouer. Donc, toute la perestroïka va se transformer en catastroïka, comme disait Zinoviev, on va avoir les 10 années de misère de la Russie sous Boris Eltsine. Ouais. Donc, il va y avoir un effondrement total de la Russie que Primakov, d'abord, va essayer Oui, d'inverser. Il va il y a essayer une perte même d'inverser. sociale, historique. On a très parlé souvent dans notre, dans le podcast, dans tous les podcasts, qu'on a parlé beaucoup de la période, surtout de la fin des années 90, entre la transition sociale et culturelle russe qui a été très, très profonde. Aujourd'hui, les Russes, ils parlent pas avec plaisir de cette période, mais ils n'ont pas oublié, pas du tout. Parce qu'ils n'ont pas Non, mais encore, moi, ce que je n'ai pas oublié, c'est que je l'ai vu de mes yeux vus. Donc, oui, je suis arrivé à Moscou avec de Benoît le 31 mars 1992. oui, $1, lendemain, donc à partir du 1er avril 1992, un dollar valait 100 roubles. Donc ça ouais. veut dire que les gens perdaient, leur fortune était, enfin leur argent était réduit au centième de ce qu'il était auparavant. J'ai vu les gens Oui, vendre exactement. leurs affaires. J'ai même acheté un dictionnaire étymologie, un dictionnaire de slang américain d'un professeur d'université pour $20. Il avait besoin de ces $20. Les gens vendaient leur collection de timbres, les enfants vendaient leurs jouets dans la rue. On était un peu interloqués. Et ça, c'était véritablement la fin du système soviétique Ouais. et le début de la misère russe des années 90, effectivement. Mais ça, je l'ai vu de mes yeux vus. Alors, pour répondre à votre question, il est évident qu'une Europe forte, telle que la voyait Thiriard, avec une armée européenne
pour répondre à votre question précédente, c'est souhaitable, et c'est souhaitable plus que jamais quand on voit la situation qui règne aujourd'hui en France, en Allemagne et dans les autres pays européens, mais elle n'est pas réalisée avec le personnel politique actuel. Ok. Et là, ça c'est très problématique, même s'il y a une prise de conscience, mais le temps presse énormément. On ne sait pas si les prochaines élections, surtout en Allemagne, puisque c'est en Allemagne que ça va se décider, qu'on le veuille ou non, on ne sait pas si les partis alternatifs vont gagner suffisamment de points aux élections pour modifier la donne. Il est évident que personnellement, après avoir suivi depuis plus de 40, depuis plus de 50 ans, oui c'est vrai, j'en suis à ma 51e année de combat politique et métapolitique. Les seuls, d'ailleurs ces jours-ci, c'est ce que j'ai affiché, c'est ce que j'ai traduit sur mes sites, ce sont des interventions de l'AfD et de l'AfD allemande et de la FPE autrichienne, plus évidemment les initiatives hongroises et slovaques, qui sont les seules forces politiques acceptables en Europe. Évidemment, Professeur, qui en ne vue, font en pas vue alliance, de ces de scénarios, l'OTAN. ok, mais en vue de ces scénarios, Alors, comment vous imaginez l'Europe dans le futur, dans les prochaines années? ça, moi, je ne peux pas, je ne suis pas, Oui, je n'ai mais pas de boule de cristal. non, Et attention, je- il y a une chose, mon cher César, c'est que quand je vous ai connu, vous étiez un enfant, oui, un exactement. petit enfant. Et moi, j'avais 36 ans. Maintenant, je suis un vieillard de près de 69 ans. Je vais avoir 70 ans. Je vais rentrer dans ma 8e décennie. Qu'est-ce que vous voulez que j'imagine? Parce que le futur que j'imagine, eh bien, je serai raide dans mon cercueil. C'est tout ce que je serai. Mais ce que je dis, mais ça n'empêche pas de continuer le combat et continuer à affirmer nos valeurs, à affirmer notre vision politique, quoi qu'il arrive. Ok. Professeur, Mais il est évident que, je le répéterai jamais assez, c'est que l'effondrement de l'Allemagne depuis l'élimination de Schröder, l'arrivée de Merkel au pouvoir et puis de Scholz et surtout des Verts a été une catastrophe qui a ruiné complètement, qui va entraîner la ruine dans les toutes prochaines années du centre industriel de l'Europe. ok. Professeur, merci tout d'abord pour votre temps aujourd'hui. C'était vraiment un entretien très intéressant et riche de points de réfléchir. E per noi, grazie di aver ascoltato questa intervista con il professor Roberto Kers e ci rivediamo la prossima settimana con un altro appuntamento, con un altro episodio speciale